Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous installer. La séance commence immédiatement. Merci. Je vous rappelle, ici en salle Tanger, c'est le panel sur le terrorisme global, et en salle Marrakech, le panel sur comment renaître du chaos pour la Syrie, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan. Merci de bien vous rejoindre le panel qui vous intéresse rapidement. Merci. Test. Good evening, everyone. Good afternoon. As they say, save the best for last, right? I'm excited to be here with this distinguished speakers. And we thank Amadeus Institute for this fruitful event. And we're excited to hear about all these experts with us here today. And without even further ado, I would like to introduce Madam Chairwoman, Madam Nadia Latifa Ziaten, but also better known as Madame Courage. Madame Courage, à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très honorée de participer à ce forum aujourd'hui. Alors je me présente, je suis la maman d'Ahmed Ibn Ziaten, qui était assassiné le 11 mars 2012 à Toulouse. Après 40 jours de deuil, de souffrance, humiliation, tout ce que j'ai pu vivre cette période-là, je voulais fonder cette association. Je voulais la fonder parce que c'était important pour moi, important pour mon fils, parce que, cher monsieur, chère madame, Ahmed, ce n'était pas qu'un fils, c'était un ami, c'était un confident. Et c'était trop dur pour moi
d'oublier mon fils ou de tourner la page ou de continuer. Je continue à vivre à travers lui. Il est toujours avec moi, il est toujours là. Alors, 40 jours après le deuil que j'ai été ici au Maroc, grâce à Sa Majesté Mohammed VI, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée, qui m'a aidée à enterrer mon fils. Et grâce à lui que je suis debout aujourd'hui, grâce à toute cette jeunesse qui a besoin de moi aujourd'hui, que ce soit en France, au dehors de la France et au Maroc aussi. Je suis partie à Toulouse parce que c'était important pour moi d'aller sur le lieu où il était assassiné mon fils. C'était très important. Et quand je suis arrivée dans cette gymnase où il est tombé à Ahmed, je disais peut-être, Ahmed, il m'a laissé quelque chose écrit, il m'a laissé un message, parce que c'était plus qu'un fisc. J'ai trouvé que le sang. J'ai pris moi-même le sable, la terre, et je nettoyais le sang de mon fils. Et j'ai crié très fort. Si quelqu'un il peut m'entendre, une voiture qui peut s'arrêter, ou ce gardien de gymnase qui peut sortir, mais hélas, je me suis trouvée seule, il n'y avait personne. Alors, j'ai dit, je dois y aller rencontrer où il habite Mohamed Marrah, qui il est Mohamed Marrah. C'était important pour moi. J'ai dit à Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Alors je te promets, je vais aller jusqu'au bout. Je me suis trouvée dans cette cité des Isards. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient assises. Et je dis, s'il vous plaît, savez-vous où il habite Mohamed Marrah? Ce jeune, il me regarde, s'il vous plaît. Et un jeune, il m'a dit, mais madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas le journal. Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai dit, mon Dieu, ils me l'ont tué la deuxième fois. Et quand je me suis présentée à ces jeunes, je dis, je suis la maman de Ahmed, le soldat de la République que vous avez tué. Et vous dites, Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, c'est ça l'islam? Et ces jeunes, ils sont élevés, ils m'ont encerclé. Je croyais, mon heure est arrivée aussi. Et fin de compte, c'est là où j'ai vu cette souffrance dans cette jeunesse. Et un jeune, il m'a dit, madame, vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Mais regardez, madame, on habite. Regardez ce ghetto. Regardez ce cité fermé, madame. On est dans les prisons, madame. La République qui nous a oubliés. On n'est plus rien. On est mort, madame. Et je regardais ces jeunes et j'ai dit, mais non, ce n'est pas la République que vous avez oubliée. Levez-vous, faites quelque chose. Restez pas les mains comme ça. Restez pas sans rien faire. Et ce jeune, il me dit, madame, je pense que vous ne réalisez pas ce qui se passe. Regardez bien. Vous savez, quand les rats ils sont enfermés, madame, ils deviennent orageux. Et là, ils sortent, ils font de ravages dans la société. C'est la réalité, madame. Alors, depuis ce jour-là, j'ai regardé ces jeunes. J'ai pris la main d'un jeune et je lui ai dit, j'ai fondé cette association, mais je ne savais pas comment travailler. Mais vous, vous êtes l'origine de ma souffrance, mais moi, je vais travailler avec vous. Je vais faire tout ce qu'il faut pour vous aider. Je vous promets. Et un homme, il m'a dit, madame, tous les politiciens qui viennent, quand ils ont besoin de nous, ils nous promettent, mais on ne les verra plus. J'ai dit, moi, vous allez me voir. Je vous promets, je serai sur le terrain et je ne serai jamais politicienne, je ne serai pas dans la politique. Je suis une mère qui défend cette jeunesse aujourd'hui et que je ne veux pas voir un autre Marrah et que je ne veux pas voir une autre mère souffrir comme je souffre moi aujourd'hui. Et depuis ce jour-là, messieurs, dames, je vous assure, sur le terrain, ce que je vois, sur les prisons,
Vous savez, les prisons en France, je n'ai pas peur de le dire. Il y a certaines prisons, c'est une honte. Il y a 5 prisonniers dans la même cellule. Et si le prisonnier ne veut pas sortir, on ne l'oblige pas à sortir. Vous savez, quand un prisonnier qui rentre condamné d'1 an ou 2 ans pour une petite bêtise qu'il a fait dans sa vie, eh bien, il va sortir un monstre. Il ne va pas trouver sa place dans la société, messieurs, dames. C'est la réalité, ce que je vous dis. Aujourd'hui, certains prisonniers que je travaille avec eux et qui demandent de l'aide, certains prisonniers, que cette dame qui est en face de vous, qui paye les formations pour certains prisonniers pour qu'ils sortent avec quelque chose dans leurs mains, pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société. Quand je pars dans l'établissement scolaire, messieurs, dames, moi je parle de l'Europe parce que je suis française et je vis en France et mes origines sont marocaines, je ne l'oublie pas. Mais il y a certaines écoles, la plupart des écoles dans les quartiers, il n'y a pas de mixité. Il n'y a que des origines maghrébines ensemble. Et quand vous parlez avec un jeune, vous lui dites « Vous êtes français ?» Il vous dit « Non, madame, non, je ne connais pas la France. » « Mais vous êtes en France ?»« Non. »« Mais vous êtes né en France ?»« Oui, mais tu es français. »« Mais non, madame, je ne suis pas français. Peut-être pour vous, mais pas pour moi, parce que je n'ai pas la place. Je n'ai pas l'espoir, madame. Je n'ai pas de rêve. » Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, on a un travail énorme à faire avec notre jeunesse. Et je pense que le travail, ça ne commence pas au collège, ça commence la dernière section de maternelle, que ce soit ici ou ailleurs. On n'attend pas le jeune au collège et on dit « qu'est-ce qu'on fait de lui aujourd'hui ?» Alors c'est un travail énorme avec cette jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Cette jeunesse, c'est elle l'avenir. Alors on doit les écouter, on doit les aider, on doit tout ce qu'il faut pour aider cette jeunesse à sortir de cette crise qu'ils vivent. Chaque jeune, je vous assure, il n'est pas né terroriste. Aujourd'hui, je travaille avec des gens de 14 ans qui sont venus de Daesh, de 13 ans. Ils ne sont pas nés terroristes. C'est la fragilité. Il manque d'amour, il manque de l'éducation. Parce que certaines familles, ils ont oublié de donner l'amour à leurs enfants. Ils ont oublié de cadrer leurs enfants. Ils ont oublié d'accompagner leurs enfants. Et ces enfants, ils se trouvent livrés à eux-mêmes. Et si les parents ne donnent pas la base à leurs enfants, c'est difficile à quelqu'un d'autre qu'il donnera, à part les parents et l'école. La société ne pardonne pas aujourd'hui. Quand un jeune sort de prison, il ne trouvera pas un travail très difficilement. Un jeune, rien pour passer un stage, il faut vraiment de l'aide. Sinon, il n'aura pas ce stage gratuitement. Parce qu'il habite au tel quartier ou tel prénom qu'il porte. Et ça, c'est une difficulté que je le vis tous les jours aujourd'hui. Alors, pour travailler avec ces jeunes, il faut les aider. Il faut les écouter. C'est important. Ce n'est pas aujourd'hui de calculer, parce qu'on entend les experts, on calcule. Vous savez, Daesh, il ne vient pas comme ça. C'est la pauvreté, l'éducation, l'amour. Alors aujourd'hui, dans les écoles, si on ne donne pas un petit peu l'importance aux jeunes, 10 minutes, je demande aux profs. Ce n'est pas grand-chose, 10 minutes. J'ai fini ma cour et je dis, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Qu'est-ce que je peux vous apporter? S'il n'y a pas un dialogue avec l'enfant et son prof, c'est très difficile de créer le lien. Il faut s'ouvrir. C'est pareil qu'on entend l'intégration sur l'islam. Comment on peut s'intégrer sur l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis musulmane et je suis fière de l'être. Je suis marocaine et je suis fière de l'être. Je suis française et je suis fière de vivre le droit. Mais il y a certaines personnes, ils disent, les musulmans de France, alors ça fait la séparation. Et le jeune, il n'accepte pas aujourd'hui, parce que c'est un travail. Lui, il ne comprend pas. Il est né en France. L'islam, ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une nationalité. C'est une religion qu'on pratique, notre foi, avec respect et dignité. C'est comme ça que je travaille avec nos jeunes aujourd'hui.
J'ai créé beaucoup de projets. J'ai ramené des jeunes ici au Maroc. J'ai ramené des jeunes Marocains en France pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir, d'aller vers l'autre, de connaître l'autre, de ne pas avoir peur de l'autre. Je suis partie en Israël et en Palestine. J'ai ramené aussi des jeunes d'Israël et de Palestine en France. Je suis partie aux États-Unis. Je suis partie au Mali. Je suis partie partout où il fallait, où ils avaient besoin de moi, où il y a besoin d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, je vous demande à tous les Marocains, tous les citoyens qui sont ici, si chacun de nous, il fera 2%, 3% de soi, je vous assure qu'on arrivera à éliminer cette secte qui rentre dans l'Europe ou dans le monde entier. Alors c'est à nous de tendre la main et de travailler et d'aider. Parce que l'État, il est responsable, mais il ne peut pas faire seul. Il a besoin de nous. Alors, je dis, chacun de nous, il peut faire ce qu'il peut pour éviter un autre Mera. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you, Maman Courage. I would like to correct myself. Not Maman Courage, but not Madame Courage, but Mère Courage. Thank you. Thank you for sharing this unique experience that we need. We need a lot of mothers like yourself, and we need a lot of people like yourself to show that only love and moving forward will help us improve and prevent for similar acts to take place. And I would like to now to bring the table a group of experts to discuss different topics about terrorism in different parts of the world and touch on different issues. And to start, I would like to introduce Mr. Novotny to talk about the lack of confidence between European countries. Thank you. Thank you, and I should like to thank to METS that they have invited me here. I am for the first time in Morocco, so thank you once more. I will be a little bit provocative because the panel is called "What New International Security Model to Deal with Transnational Threats?" So, what is the situation in Europe now and in the relation between the East and West? So, when the Cold War finished in 90s, in 89, then followed few situations. First, reunification of Germany in October 1990 and the breakup of the Soviet Union at the end of 1991. It was the end of the Yalta Agreements. Fine, one set of rules fall again. Then followed the disintegration of Yugoslavia during the wars in 1991 up to 1995, and the breakup, or we are calling it Czech, velvet divorce of Czechoslovakia on the 1st of January 1993. That was the end of remnants of the Versailles Agreements. So fine, another set of rules was thrown away. Then, on 17th of February 2008, Kosovo, then a province of Serbia, under transitional UN administration, approved a declaration of independence. Kosovo was soon recognized as a sovereign state by USA, Albania, Austria, Turkey, Germany, Italy, France, UK, and many other countries, but not by 5 members of EU. It was not acknowledged by Slovakia, by Romania, by Spain. You can see now in Catalonia why it was not. By Greeks and by one country more. Slovakia, Romania, Hungary was the last one. So up to now, they are not recognized then. Then in 1994, the Ukraine signed so-called the Budapest Memorandum
in OCSC conference in Budapest in December 94, and they gave up their nuclear weapons. And they obtained the guarantees of the three biggest nuclear weapons, the powers. They obtained the memorandum from Russia, USA, and UK, and China and France gave somewhat weaker individual assurances to the Ukraine. And what has happened in 2014? It was Crimea, so no assurances, even by the members of the Security Council, are valid. So, and the final decision was the decision of the International Court in Hague, the International Court of Justice in The Hague, which acknowledged the right of Kosovo for independence. So, by that decision, the Helsinki Act was abolished completely. So, because in that Helsinki Act was that you cannot change borders by force, and Kosovo was created by force. So, what happened from the time? We are living in the, I should say, in the law of the jungle. No rules. Who is stronger, more powerful, is right. So what followed after that? After Kosovo? War in Georgia. Georgia has lost South Ossetia and Abkhazia. Then followed the problems in the Ukraine, east of Ukraine, Crimea, and always the countries which did it argued that if Kosovo had the right, so we have also the right. And now Catalonians are saying, why we don't have the right to be independent when we are doing it democratically through referendum and so on, if Kosovo was right. So in such a environment, I am very skeptical that the countries will be able to create some network of cooperation against the terrorism. Because for some countries, they are terrorists. For other countries, they are freedom fighters. So you can see it in Syria. Some parts are Democrats. United States has sent the arms for about $500 million cost, and they took the arms and moved to Al-Qaeda, to Al-Nusra. So what? You cannot believe to anything now. So who is stronger, who is more powerful is right. So that's why I'm so skeptical on that. Thank you. I'm sorry for this skepticism. Thank you, and we appreciate you being short because we're running out of time because of the game after this. So we have to be really brief and to save us some time, I'll go to the other side of the panel and Mr. Jason is going to talk about the issue of returned foreign fighters from after getting close to the end of ISIS and the return of foreign fighters to Europe. Well, let me also say thank you very much to the organizers. It's really an honor to be here. And when we take a look at the foreign fighter issue, you're trained in the Canadian Armed Forces. They teach you never to say that you're outnumbered on the radio waves. You have to say that you're in a target-rich environment. And the issue of foreign fighters makes us feel like we're in a very target-rich environment. I mean, we look at the case of the Paris attacks alone. It's deeply concerning because 4 operatives entered through Greece. One of them was already on an EU watch list. Another one had an international terrorism warrant on their head. 6 of them were wanted on international terrorism warrants. 1 was already under surveillance with microphone taps and hidden cameras. 7 others were on terrorism watch lists, and 12 of them had been stopped, questioned, and even arrested at some point in their back and forth from Syria.
So when you take all that into consideration, you realize you have a very serious problem here. Why? Because the information was there. The intelligence was there. Communities knew, but they didn't either share it, come to the right conclusion, and as a result, we had a devastating attack that absolutely changed the dynamic across Europe. 1/3 of the foreign fighters have already returned to Europe. And as a result, after the collapse of Mosul, they're dispersing across the region, in Europe, and it puts a tremendous homeland security burden that many institutions are struggling to cope with, because it's really a question of who does what. Even if you have all the resources, you have to find the right legislative approach, you have to find the right operational approach, and you have to focus, of course, on countering the motivation of others to be recruited for this. So I'll be very brief in recommending, based on some of the research that we've done, different policies that could be adopted. Both, I'll divide them into two categories, short-term and long-term. In the short term, the EU can and should mandate that high-value intelligence is submitted into a central system within 24 hours, and it needs to be permitted to cover non-EU nationals. It's absolutely important. And it can be complemented with a shared database of biometrics, because that really helps you get ahead of the curve on this. You should be forming joint investigation teams with Europol, stage regular joint training exercises within the countries and between the countries, so that your police force, your firefighters, your emergency response teams are not tripping over each other on their way, so everyone knows who does what. And then to establish a joint procurement fund, which I think could be based on GDP proportionality, with the sole purpose of training, modernizing, and outfitting counterterrorism units. And in the long term, I think independent civil society advisory boards that are set up to advise not only municipal governments but also the federal government can help really keep tabs and make people, governing officials, very aware and sensitive to what's going on within their own countries. Support rehabilitation centers. I think that they have tremendous added value. Prison reform. This is a very important issue. I mean, a lot of the foreign fighters had done time in jail. All of the top ISIS commanders had served at one point or another in American prisons in Iraq. So it's very important to address this issue of where they're really recruited and operationalized from there. To have a publicly accessible no-visit list that also lists the fake charities that are out there, that prevents ideological radicals from entering and stepping foot in the EU. And to screen public outreachers. We have to be very aware of who we're letting into the different countries and giving talks in different forums and different community centers. And then finally to say, and I'll close with this, establish, and Morocco has been great at this, to establish specialized teams of lawyers and judges who are very well equipped to deal with counterterrorism cases. Thank you. Now I'll let John Charles of the Centre d'Analyse du Terrorisme. Floor is yours. Thank you. I'd like to speak about the current security situation in Europe. Quickly, two trends also that we see emerging, and the challenges ahead. The current situation, we've seen the territorial losses of ISIS. There's no systematic and automatic reduction of the threat level here in Europe. We see, in reality, the foreseeable disappearance of territorial ISIS does not equate to the demise of the terrorist threat. And in parallel, what we call improperly the virtual caliphate, which feeds radicalization and inspires attacks, progresses, and adapts also constantly to the security constraints. Since the beginning of the year, the EU countries have experienced 50 terrorist incidents related to the Syrian and Iraqi context, including 15 attacks and 35 foiled plots. In less than 1 year, we've experienced almost the same number of attacks as for the entire period between 2013 and 2016. And France has experienced the most intense terrorist activity in all EU countries, with 45% of all incidents. The external terrorist threat, modeled on the Paris and Brussels attacks, remains, although the projection capacities of ISIS have largely hampered. But most of the threat is now endogenous, internal,
whether remotely guided by external elements or inspired by the jihadi propaganda. And the link between local actors here in Europe and terrorist organizations is increasingly loose and largely undetected by intelligence services. 3 days ago, France has foiled a terrorist plot conceived by 10 individuals, discussing only online through an encrypted communication application. There were no physical contact, no phone contact, only online contact. The two trends that we've seen emerging in recent months are the increased number of radicalized individuals. This is not new, but the numbers are really high today, with more than 50,000 individuals considered as radicalized by the various EU governments. France alone has identified almost 20,000 suspected radical Islamists, or an increase of 50% in 1 year. In addition to that numbers, they're not reflecting the full scale of the problem. For France alone, for example, only 60% of those who participated in a terrorist attack or plot since 2013 were unknown by the intelligence services. This is why several countries, including the UK, recently decided to broaden its surveillance to what they call the former subjects of interest, those appearing in past cases, in order to be more effective in the surveillance and detection of the plots. The other trend that we've seen is the changing nature of the threat and the modus operandi. The threat against Europe, originally from FTOs, has morphed into a diffuse and unpredictable threat, where we have no more typical profiles, where the MOs are most of the time improvised, and where weapons are rudimentary. Also, the decision to act no longer follows group logics, but responds to recommendations provided by jihadi networks or jihadists online. And in most cases, the attacks are sudden and sometimes mimetic, replicating effective MOs used by others. Quickly, several challenges ahead, and I know other panelists will speak about radicalization. It's crucial. It's a crucial challenge in the long run for Europe. It will take probably more than a generation to deal with that issue in the context again of a growing number of individuals concerned. The returnees, I believe, the issue of the returnees will be mostly an external issue than an internal issue, because what we've seen since the beginning of the year is people relocating abroad in other jihadi spheres and territories rather than coming back to their own country. We see a lot of return of women and children that we're dealing with, but only a few combatants, jihadist combatants. Online propaganda, we see that today we should be more focused on the operational role of these social medias, encrypted platforms. I've spoken about this French plot that was foiled, rather than focusing on the propaganda, which is today decreasing as the caliphate itself is decreasing territorially. And finally, an issue that is, we're not speaking about it often, but it's a very important concern of judicial authorities today in our countries, is the risk of recurrence from convicted individuals who have served their sentence. In France alone, for example, we know today that 60% of those convicted for their involvement in the Syrian and Iraqi jihad since 2013 will have served their sentence by 2020. That means we see them in less than 2 years back in the streets. So this is something that the authorities also have to deal with in the future. Thank you. Thank you, Jean-Charles. And now we'll talk a little bit about the different geographical location, and we'll have Jessica Stern of Harvard University to talk about the return foreign fighters to the U.S. Thank you so much. It's wonderful to be here with you.
we don't have a huge foreign fighter returning problem, but we do have, in the United States, a domestic terrorism problem. And I thought I'd say something about what the issue is for the United States and how effective the so-called Muslim ban is likely to be. Since 9/11, until the end of 2016, there were 85 terrorist attacks in the United States with 225 fatalities. 62 of those attacks were not jihadi attacks. They were far-right or hard-right attacks. 23 of those attacks were jihadi attacks. The jihadis are more effective. They kill more people per attack, but there's significantly more attacks perpetrated by hard-right individuals. 73% of the attacks are actually carried out by the hard-right, including, this is based on data collected by and published by the US government, even the current US government. How effective is the Muslim ban likely to be? Since 9/11, 85% of those attacks that we've seen have been carried out by US citizens or legal residents. 1/3 of the jihadi attacks were carried out by converts. Obviously, the Muslim ban will have no impact on that. Most of the people that we've seen, jihadis, have been radicalized online. The data that are available in the media, that's all I can report. 7 returned foreign fighters. It is nothing like the situation in Europe. I am actually very worried about the rise of the hard right in the United States in terms of terrorist attacks, in part because there's a softer image being promulgated now by some of the perpetrators. And I'm also somewhat concerned about the hard left, something that we haven't had for some time in the West. I also want to add to what the 2 previous speakers have said about the problem of prisons. Prisons are a very important source of jihadis, very important source of strengthening terrorist impulses, recruitment, and we don't have a program for dealing with individuals who get out of prison. A student and I have just completed a study for the Rutledge Handbook on de-radicalization, looking at de-radicalization, prison de-radicalization programs around the world. The problem that we see is that nobody's really measuring the impact of these efforts. So we don't really know what best practices are. We know that the Saudis report a very successful program with a very low level of recidivism, but they don't make the raw data available, and they also include practices that can't be replicated around the world, such as finding the terrorist a wife, buying the terrorist a car, getting a job not only for the terrorist when he gets out of prison, but also ensuring that the family has a job. These are things that cannot be replicated. In the next 5 years, about 90 homegrown violent extremists will be released from US prisons. So this is an issue that we have our first experiment with a de-radicalization program for a terrorist going on right now, but it's an issue that is going to be coming up for the United States as well as the entire world. We need to get much better at sharing data, sharing best practices, and ensuring that evaluation of the programs are done by entities other than the service provider, and that there are controls so that we really can learn from one another. Thank you, Jessica. And as you noticed, dynamics are different and the situation is different in every area. And to continue on the same subject, we will have Professor Kader to talk about a different region, especially about the trends and the expansion and some recent dynamics that we witnessed and we saw in the Southeast Asia by the expansion of Daesh to Southeast Asia. So, please. Thank you very much. I'm going to speak in French, even if I'm probably the only one.
je vais essayer de répondre à la question, ou en tout cas proposer à l'assistance et à mes collègues d'aborder les choses d'une manière historique. Premièrement, je crois que quand on voit la capacité d'évolution du terrorisme, notre capacité à nous à anticiper, elle est beaucoup plus limitée. Je crois qu'on est entré dans l'ère des confins, plus dans l'ère des territoires ou des frontières. Pour les terroristes, les frontières, ça n'a aucun sens. Je crois que c'est Jacques Berck qui disait un État sans frontières, ça n'est pas un État, c'est un terrain vague. Et malheureusement, quand on observe ce qui se passe, que ce soit en Libye ou au Moyen-Orient, on est entré dans cette ère des confins et non plus des territoires. Quand on voit les conflits ethno-religieux en Irak, l'éclatement et l'effondrement de la Syrie, on va vers une réalité qui est nouvelle. Je ne sais pas quelle forme elle va prendre, mais en tout cas, on voit que cette réalité est nouvelle. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect qui me paraît aussi très important à souligner, c'est que nous n'avons pas tiré tous les enseignements de l'histoire depuis un siècle. Le démembrement de l'Empire ottoman, en réalité, il ne trouve son aboutissement qu'avec les conflits que nous sommes en train de vivre et dont personne, y compris Daesh d'ailleurs, ne maîtrise ni ne maîtrisera ces évolutions. On peut déclencher des conflits, mais on ne peut pas toujours en maîtriser toutes les évolutions parce qu'il y a des paradigmes qui interviennent en cours de route et qu'on n'avait évidemment pas anticipé. Je crois qu'il y a aussi un élément qui est très important, c'est notre incapacité collective à envisager stratégiquement la manière de lutter contre ces nouvelles menaces. Que ce soit pour le terrorisme ou pour le banditisme, c'est toujours celui qui veut commettre un crime qui a l'initiative. Donc il est inutile de penser qu'on va continuer à courir derrière celui qui commet un crime si on n'est pas capable, nous-mêmes, d'anticiper en se disant « mais quel est notre intérêt si nous voulons continuer à maintenir un certain confort de vie et surtout à protéger nos démocraties ?» On voit bien que le terrorisme, c'est une menace contre la démocratie, y compris dans des pays du Sud qui tentent petit à petit de grignoter et de construire des démocraties réelles et non plus formelles comme c'était le cas jusque-là. Donc le terrorisme, c'est d'abord l'ennemi de la démocratie. Troisième aspect, je crois que ce qu'on est en train d'observer, c'est la capacité mutante d'une organisation terroriste qui, on n'a jamais vu cela jusqu'à présent, a des moyens considérables, qui est capable de se doter d'un territoire, même si on peut dire que dans le temps, ça a été extrêmement limité, d'une monnaie, d'un drapeau, d'une administration, c'est-à-dire qu'il se dote de tous les attributs d'un État. Ça en fait certes un proto-État que personne ne reconnaît, mais ça n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, cette organisation terroriste fait et a fait la démonstration qu'il est capable, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, je souligne cette dimension, qu'on peut faire bouger les lignes par la violence et par la terreur. C'est terrible pour nous. Il faut bien avoir conscience de cela. On ne compte plus les sommets internationaux, les prises de conscience, les symposiums, etc. Au bout du compte, nous sommes toujours ceux qui courront après des solutions, alors que la solution qu'on tente de mettre en œuvre, elle est déjà périmée parce que ceux qui nous font peur et qui nous menacent sont déjà passés à un autre mode d'action. Troisièmement, et je terminerai par cela, je voudrais quand même rappeler à tous ici, nous sommes dans un pays arabe, que les Arabes, dans l'islam, ça ne représente démographiquement que 8%. Il faut bien avoir présent cela à l'esprit, seulement 8%. Aujourd'hui, l'islam, il est très majoritairement asiatique. Donc, ce que j'ai observé depuis maintenant le début de l'année, c'est que la multiplication des attentats et des opérations terroristes de Daesh, elle se fait surtout en Asie et notamment en Asie du Sud-Est et depuis quelque temps également en Asie centrale. Donc je crois que la nouvelle terre de conquête pour une organisation comme Daesh qui, même si elle a été battue militairement, et ça c'est incontestable, au Moyen-Orient, va probablement chercher à se redéployer en Asie du Sud. Je vous remercie. Thank you for bringing to our attention this trend of ISIS that we have to really keep close eye on and keep track of. And now I'll let Mr. Mahmoud, author of a new book about ISIS, to talk about ISIS and going forward.
Merci beaucoup, merci. Je vais abonder dans le sens que Abdelrahim vient d'entamer pour donner deux grandes idées. La première, c'est celle de répondre un peu à la question qui nous est posée, quel est le modèle et quelle est donc la stratégie? En réalité, on se doit d'être honnête aujourd'hui, 15 ans, presque un peu plus, après le 11 septembre. Il n'y a pas vraiment de modèle et encore moins de stratégie. Nous avons une approche qui a été adoptée très rapidement et cette approche a abouti à une forme d'identification d'un problème qui est ce qu'on vient d'entendre, qui a ses soubassements historiques, qui a ses dimensions, qui a ses longs processus complexes et de violence politique et ses relances sociétaux. Nous avons abouti à une forme de racialisation du terrorisme. Aujourd'hui, le terme terrorisme ne veut simplement dire que terrorisme islamique, même pas islamiste, pour la plupart des gens à travers ce monde. Ça, c'est le résultat d'une présentation médiatique, d'une expertise, entre guillemets, en terrorisme, d'un discours politique qui est devenu très problématique. Nous avons des exemples. Lorsque des tueries ont lieu aux États-Unis, le terme n'est pas utilisé. Récemment, à Las Vegas, ailleurs, il est parlé d'autres types d'attentats, etc. Alors que techniquement, c'est du terrorisme. Ce que nous avons vu à Las Vegas, avec un monsieur qui tire de manière indiscriminée sur une population de civils, ça c'est techniquement du terrorisme, pour une idéologie quelle qu'elle soit. Ça c'est un premier point. Là, à partir de ce moment, nous avons donc un modèle qui est tout le temps en train de regarder vers les pays du Sud, la menace qui viendrait vers les pays du Sud pour envahir la forteresse Europe, États-Unis, fill in the blanks, qui serait donc une forme d'attaque moderne en ce sens. À l'évidence, les principaux groupes terroristes aujourd'hui qui sont des radicaux islamistes, Al-Qaïda et l'État islamique, sont les acteurs dominants. Mais le problème conceptuellement pour un modèle, c'est qu'il ne tient pas la route s'il est identifié à une seule de ces variantes. Je vais être plus précis. Dans les années 70, qui est une très grande période du terrorisme qui est complètement oubliée aujourd'hui, statistiquement, qualitativement, nous voyons un type d'acteurs qui sont essentiellement d'Europe de l'Ouest, très circonscrits. Baader-Meinhof, les brigades rouges italiennes, etc. Un peu plus tard, en Belgique et d'autres acteurs. Or, durant cette période, lorsqu'on étudie cette question, et par la suite dans les études sur cette question, il nous est demandé pour comprendre et donc avoir un modèle sur le terrorisme de faire quoi? D'étudier les tensions sociétales au sein de l'Allemagne 25 ans après l'Holocauste, 25 ans après le fascisme, la montée en puissance d'une jeunesse qui est traumatisée par cet événement, le malaise social ambiant, à juste titre, des éléments sociologiques, politiques qui nous permettent de comprendre. Pour comprendre l'État islamique et Al-Qaïda, il nous est demandé d'ouvrir le Coran. Ça n'a pas de sens. Ça n'a simplement pas de sens logiquement en termes de la méthodologie. D'autant plus que, comme nous venons de l'entendre, l'instrumentalisation de cette religion est évidente pour tout un musulman. Donc nous avons un problème qui est celui-ci. Nous avons entendu un témoignage très fort à l'instant qui nous a rappelé que le terrorisme ou ceux qui deviennent terroristes, puisque le terme existe quelle que soit sa subjectivité, vous avez raison de rappeler l'aspect purement subjectif, « Your terrorist is my freedom fighter », mais ce terrorisme que l'on peut identifier, il est souvent une question d'affaires sociales, d'éducation, de pans de la société qui sont démunis. Cette expérience carcérale est très forte. Cette expérience des oubliés de ces sociétés, quels qu'ils soient. Qu'est-ce que les frères Kouachi sociologiquement? D'où viennent-ils? Quelle expérience ont-ils? Qu'est-ce que les frères Tsarnaev à Boston? Etc., etc. Donc nous avons cet élément qui est identifié et on passe et on parle immédiatement d'une religion en ce sens. Deuxièmement, et rapidement là-dessus, et Abdelrahim a commencé à l'expliquer, il faut bien comprendre que la nature du terrorisme est toujours d'être forward-looking, d'aller de l'avant, d'avoir un train d'avant. Nous avons quelque chose d'éminemment moderne, je dis d'ailleurs post-moderne dans mon ouvrage sur l'État islamique, dans lequel nous avons une forme de terrorisme qui sera de plus en plus, à mon sens, occidentale. Il faut bien comprendre ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que nous avons une expérience qui n'est pas forcément le résultat de conflits. L'État islamique continuera bon an, mal an en Irak, en Syrie, en fonction des défaites et avancées. Il vient de reprendre du territoire alors qu'on le disait mort. Ce sont les aléas des conflits, ok ? Mais ce qui est plus important, c'est qu'en termes de génération, nous avons une expérience beaucoup plus planétarisée, mondialisée, post-moderne, l'utilisation de la technologie, l'étude des attaques ces 2 dernières années, 2016 en particulier, vous donne un pattern qui est beaucoup plus centré dans les villes, dans la métropole occidentale,
presque tout autant que ce que nous avons dans ces conflits auxquels nous étions habitués, au Sahel, au Levant, etc. C'est là que nous devons mettre à jour notre matrice de lecture pour un modèle qui serait donc conscient de cette dimension mondiale, non pas pour régler une menace du Sud, comme je disais, qui existe, on ne va pas la nier, comme on disait tout à l'heure, mais pour pouvoir avoir une compréhension qui soit, je dirais, plus en phase avec un problème qui est bien plus complexe et bien plus historicisé, en tout cas en ce sens-là. Je vous remercie. Indeed, indeed, there's so many factors. I don't know where to start. Like, it could be education, governance, socioeconomic factors, governance, you name it. So now I will give the floor to Mr. Ben Hamouk to talk about the Moroccan approach to combat terrorism. Merci beaucoup. Je vais aller un peu dans le sens de ce que mes amis ont abordé juste avant, Abdrahim et Mohamed, pour dire que finalement donc, nous sommes face à un phénomène qui est très complexe, mais j'ai l'impression que au lieu d'aller vers de poser les bonnes questions avant de chercher les réponses, nous sommes devenus tous prisonniers des médias et prisonniers aussi donc de faux malheureusement, donc experts qui nous parlent aujourd'hui de choses qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas. Certes, on ne peut pas se dédouaner de la dimension et de l'atteinte que le terrorisme aujourd'hui donc prend, à savoir donc chercher à avoir une appartenance à une religion, et en l'occurrence l'islam. Mais nous sommes face à un phénomène beaucoup plus complexe et nous sommes face à un phénomène aussi qui nécessite d'abord donc un travail collectif pour nous permettre de nous mettre d'accord sur sa réalité, sur ses dimensions, sur ses ramifications et comment apporter les bonnes réponses. Il est clair que la situation que nous vivons aujourd'hui donc est une situation inédite. Malheureusement, le phénomène des combattants terroristes étrangers a été évoqué. Juste peut-être en ramenant donc à des chiffres par certains parallèles donc pour avoir une meilleure compréhension donc de l'évolution, c'est qu'en 30 ans de conflit en Afghanistan, il n'y a pas eu donc plus de 10 000 combattants terroristes étrangers. En 10 ans, en Irak, il y a eu 10 000, mais en 4 ans en Syrie, il y a eu plus de 40 000 combattants terroristes étrangers. Nous sommes tous concernés et étant tous concernés, donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans une phase où on va aller vers une prolifération de ces petits groupes. Certes, il y a un déclin de Daesh en Syrie et en Irak. Certes, la dimension donc, de territorialisation va cesser d'exister, ou en tout cas donc elle prendra d'autres formes, mais ce n'est pas la fin de ce problème et de ce phénomène qui, on le voit déjà, donc il a migré vers d'autres zones et il a migré vers d'autres villes. La problématique aujourd'hui, c'est que donc dans notre approche en tant que pouvoir public un peu partout, on laisse encore trop de vides et trop de couloirs pour ces groupes qui malheureusement continuent à nous menacer. On ne peut pas avoir aujourd'hui des modèles qui peuvent apporter des réponses. Je pense que tout simplement nous sommes face à un ennemi qui est global et la réponse donc doit être une réponse globale. Cette réponse globale, donc, elle peut certes prendre une dimension sécuritaire, puisque face à l'urgence, il faut apporter la réponse sécuritaire. Il y a une urgence, mais cette réponse sécuritaire donc, doit être aussi sous une forme de gouvernance sécuritaire face à ce phénomène. Mais ce que nous avons appris au Maroc depuis les attentats de Casablanca, surtout le 16 mai 2003, c'est qu'il faut travailler aussi sur le long terme. Et sur le long terme, l'approche marocaine finalement repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, c'est la gouvernance sécuritaire. Et le deuxième, c'est celui du développement humain,
qui peut apporter des réponses à toutes ces fragilités économiques, sociales et autres. Et le troisième pilier, c'est la reconstruction, la recomposition du champ religieux, que ce soit en ce qui concerne le texte ou le discours religieux, puisque donc, bon, ce qui a permis un petit peu à ce phénomène de se développer, c'est l'utilisation et l'instrumentalisation politique de la religion, puisque donc certains ont utilisé le texte religieux comme alibi pour atteindre des objectifs idéologiques. Le deuxième, c'est la formation donc, des imams, les porteurs de ce discours et de ce message religieux. Et le troisième, c'est la gestion des lieux des cultes, à savoir donc plus de lieux de culte anarchiques, mais des lieux de culte qui respectent justement donc, la dignité de la croyance. Nous sommes aujourd'hui dans cette approche qui, bien sûr, ce qui apporte aujourd'hui beaucoup d'éléments, c'est la réponse donc, sécuritaire qui, elle est basée sur, d'un côté, donc, une révision de l'architecture sécuritaire, basée essentiellement donc, sur une coopération interservices, mais deuxièmement sur la coopération internationale. La coopération internationale, elle est nécessaire, c'est ce qui nous permet de faire face à un ennemi qui n'a aucun respect pour les frontières, et ça a été dit, qui a donc une grande mobilité, et qui finalement donc un ennemi qui n'a plus de profil, parce que donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui donc souligner, c'est que donc nous sommes en train de faire face à un ennemi invisible, comme mon dernier ouvrage, donc l'intitulé de mon dernier ouvrage, c'est un ennemi invisible, mais c'est un ennemi qui malheureusement est là. Nous avons ici maintenant une réalité nouvelle qui est celle du retour et la gestion des retours des combattants terroristes étrangers pour les Marocains qui ont rejoint Daesh en Syrie et en Irak et les autres groupes, parce que pas seulement Daesh, même si le volume le plus important donc, a rejoint Daesh. Donc on a recensé et identifié 1669. Il y a eu quelques 274 retours, tous aujourd'hui entre les mains de la justice. On sait que plus de 650 ont été tués, donc il reste encore dans les couloirs et dans quelque part un peu quelques centaines. On ne peut pas aujourd'hui continuer à faire face à ce phénomène sans régler aussi un certain nombre de problèmes. On le sait qu'il y a eu une très forte migration de quelques milliers de terroristes avant le début même de la campagne militaire et de l'intervention militaire en Syrie et en Irak. On sait que beaucoup ont migré vers la Libye, et ce que nous avons comme élément, donc avant l'intervention militaire à Sirte, ils étaient 2500, mais le nombre a atteint 7500. À la fin de l'intervention militaire à Sirte en Libye, donc 2500 ont été tués, mais où sont passés les 5000 ? Donc la menace, elle est là. Il y a des réponses à apporter, mais je pense qu'il est temps de voir ce phénomène sous d'autres dimensions. Il y a des fragilités multiples auxquelles nous devons donc apporter des réponses. Et je termine par tout simplement donc cette phrase. Il faut aussi donc qu'on cesse de donner une nationalité aux terroristes. Le terroriste est un terroriste là où il est, mais il n'est ni marocain, ni tunisien, ni français, ni autre chose. Thank you. And now I'll give the floor to Mr. Baum to talk about radicalization and the media, and also some prevention work in de-radicalization. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. And it's quite a challenge to be the last speaker on the last panel of a conference. But nevertheless, I will continue. In view of time, I will skip the introductory remarks. Actually, I will skip 50% of what I have prepared and come to the heart of the matter immediately, namely on radicalization and the role of the media, and then the second issue on de-radicalization. Thank you.
Ladies and gentlemen, explaining radicalization from economic, social, and ideological backgrounds is not very convincing, and it doesn't explain why thousands of European young Muslims have joined international jihad. Studies have shown that most European jihads, I'll skip that part. Many examples show that the majority of them, those young Muslims, jihadists, were not isolated by their surroundings and were not even religious or well-versed in Islam. What matters, it seems, as a core explanation, is the idea of spiritual or radical salvation or redemption, a process in which jihadists lose interest in life and focus exclusively on the eternity of paradise. The field of communication or media is key to understand radicalization. Narratives produced by ISIS have become central fields of study, as well as the availability of online content production by ISIS. Big questions remain as to why some individuals feel attracted to it, to these narratives, and why the majority of the population does not feel attracted to it. How to explain? In this vein, does it matter whether these narratives are propagated online or offline? Is their effect different? Actually, we don't know for sure. For this, it would be important to understand also the psychological and behavioral consequences of online propaganda. How do different people understand and interpret and consume such material? In this context, also gender issues need to be addressed, since women are both targets of propaganda, but also part of the narrative. Women are often pictured as victims of Western ideologies. This evokes emotional response and thus a powerful motivating tool. Let me come to my second remark. I promise you I will be brief. A remark about de-radicalization. It is essential, it is estimated that approximately one third, about 5,000 of the foreign fighters now have returned to their homelands in Europe. European governments, most of them at least, are now preparing lawsuits against jihadists who return from the battlefields of the Middle East. It will be extremely difficult to collect sufficient proof or evidence to condemn the majority of them. More important, it seems, to look into the process of de-radicalization in order to prevent that the returned fighters will remain as self-destructive as they were in the past. In this context, relevant questions could be: which roles can be played by various stakeholders, such as families, governments, NGOs, and so on? Generally, governments and NGOs are often not credible enough to play a key role here. Therefore, family and religious leaders, imams, need to be more involved to offer counter-narratives. And here's another question: how can counter-narratives to propaganda best be set up? Can, for instance, mainstream commercial campaigns be used in the design of counter-narrative campaigns? And I would like to leave it by that. Thank you. Thank you. I think we touched on a lot of geographical locations, and we haven't talked about terrorism and militant groups in Africa. So I still have a few minutes, and I would like to provide an assessment about militant groups in the Sahel region. So as we remember, in 2013, French intervened in Mali to stop
militant group from going south and occupying full Mali, because they were already occupying the north and they were on the verge of taking over the whole country before French intervened in January 2013. So it's been what? It's been almost 8 years, 7 years, and not 7 years. So it's been 4 years, just 5 years, and these groups have not disappeared. They still exist, and they even expanded. So before they were present just in the north, and then they moved to central Mali, and they still, to this day, they still occupying huge parts of central Mali. They're very mobile, and and they moved beyond Mali. So now they created a local group in Burkina Faso, and also they're conducting operations in Niger across the border from Mali. So as we saw, now they're not just in Mali, but also they expanded despite the French intervention and also with the presence of 15,000 UN troops. So the question is, why? Why they managed to expand, and how they managed to do that despite the French intervention and the huge security operation? Well, because they did that by building ties with local communities that they did for decades. So they started building ties with local communities in Mali and throughout the Sahel since early 2000s and maybe even in the 90s. They got married to a local woman, and they built these ties with local families, so they gained their loyalty. So it's very, very difficult to gain back that trust for the state. So the Malian government, with their partners like France and the US, are really struggling to gain back the trust of these local communities, because they said, you did not provide us with basic public services for a long time, and you didn't come to us until there were problems. So basically, you're interested in us because there are problems. So now we are working and trying to gain that trust through prevention. And it's very difficult, and that's why we are still struggling. And these groups are managing to expand and gain the trust of local communities by using both, using carrots and sticks, what we call it. So the soft and hard approach. So they're using it by helping those communities and building their trust by that. And also, if you don't collaborate, and if you're collaborating with the Malian authorities or French forces, there are many target assassinations against those individuals. So they're using whatever it takes so they can continue to exist. In addition to Mali, Niger, and Burkina Faso, and we all know about Boko Haram and another branch of Islamic State in West Africa operating around the Lake of Chad, in Chad, Nigeria, and also in southeast Niger. The group still exists, and what this existence does is that it's blocking any development in those areas for those communities who are the most vulnerable and in need of basic public services. There is famine. There is a lack of schools. There is lack of state presence. So when we talked about factors, and I did a lot of research on why these individuals, why these communities joined these groups, why became violent, why they do that, and it's, I mean, personally, good luck finding an answer. You get all sorts of answers. It's very, very difficult to know and to understand why, what triggered them, what they want to be conservative, okay, that's okay. But what made them violent? Why they take up arms? Why they're against states? So there's a lot of questions that we're spending a lot of time on. So in order to implement effective development and prevention programs and to move forward. And I will leave it there. And before we close, we have a couple more minutes. And I would like to give 1 minute to a couple more minutes for last words for Maman Courage. Last word. Le problème qu'il y a en France, parce que je vis en France, c'est que moi, cette jeunesse, cette cité fermée, on ne donne pas l'importance à certaines jeunesses, la fragilité,
l'amour familial. Il y a aussi un problème très grave en France. Il y a beaucoup de divorces. Il y a des mères qui vivent seules avec ses enfants, qu'elle a du mal à les cadrer, à les accompagner. Quand on n'a pas être derrière d'un enfant dans l'école, c'est très difficile pour qu'il puisse réussir. Et ça peut, ce côté-là, ça peut vraiment donner la fragilité à l'enfant, être récupérable facilement. Parce qu'on ne donne pas beaucoup l'importance, on ne tente pas la masse jeune, et le jeune, il est complètement perdu. Et même sur l'identité. Vous voyez, quand on est en France et on est français, souvent le jeune, quand vous allez dans l'établissement scolaire, par exemple, moi j'ai témoigné dans l'établissement scolaire 2 à 3 fois par semaine, et quand je parle avec certaines directions, est-ce que vous avez des mixités dans votre établissement? Oui, j'ai quelques immigrés. Vous voyez? Déjà, quand un directeur il vous dit « j'ai quelques immigrés », déjà lui, il ne les considère pas des Français. Et l'enfant, ils se sont toujours pas considérés français. Ça, c'est une souffrance, parce que l'identité, elle est importante. L'enfant, il connaît qui il est, d'où il vient, ses origines, bien sûr, mais le pays où il vit. Mais ce problème-là, on le vit tous les jours. Parce que pourquoi je vous parle? J'ai 25 ans d'expérience. J'étais cuisinière dans l'établissement scolaire. J'étais mon employé municipal. Alors, je sais de quoi je parle. J'étais dans ce milieu-là, mais j'ai toujours défendu l'enfant. Toujours. Et quand j'ai perdu mon fils, c'est devenu quelque chose en moi très fort à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, chaque enfant, elle n'est pas né terroriste. Pas du tout. Mais quand il y a cette fragilité, quand il y a cette, vraiment certains jeunes oubliés, ça peut créer cette souffrance et le jeune est livré lui-même. Je vous assure, dans les prisons, j'ai fait 2 à 3 prisons par mois. Ça fait 5 ans que je travaille sur le terrain et j'entends les prisonniers et ils me disent « Madame, on est dans une jungle. On est dans la jungle, madame. Aidez-nous. » Alors, je dis, pourquoi vous n'obligez pas aux prisonniers de sortir de cette cellule? On n'a pas le droit, madame. Il y a des règles. Alors, changez vos règles. C'est-à-dire, vous prenez un prisonnier, vous le mettez, vous l'enfermez. Si vous ne l'éduquez pas, si vous ne le faites pas travailler, comment il va sortir et va trouver sa place dans la société? Ça veut dire que vous-même, vous fabriquez des monstres. Excuse-moi de vous dire le mot, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et tout le monde, il vous regarde et vous dit, on manque de moyens. Alors, on manque de moyens dans les prisons, on manque de moyens dans les écoles, on manque de moyens dans les quartiers, on manque de moyens avec les familles. Et comment on peut arriver? Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut sortir de cette solution? Ben, la solution, on la voit, c'est parce qu'on ne veut pas la voir. Quand on a fait ces familles dans ces ghettos et on les a oubliés, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont devenir ces gens? Alors, l'enfant qui est né en France, en Europe, il ne veut pas être comme son père, parce que son père, il a toujours dit oui. Mais l'enfant, il a besoin d'autre chose. Il a besoin de réussir, il a besoin de sa place comme les autres enfants. Et la difficulté, elle est là où on vit aujourd'hui. Je vous assure, cette année, j'ai témoigné devant 10 000 élèves, 6 000 prisonniers, 4 500 familles. Je suis tous les jours sur le terrain, je sais de quoi je vous parle, monsieur. Et c'est la réalité que je vais tous les jours. Alors, quand on parle de l'islam, c'est vraiment en train de mélanger la pauvreté, l'oubli, l'écarté, et on parle d'une religion. Quel rapport? Parce que la religion, je pense, c'est lui qui a pris la religion, vraiment l'islam. L'islam, c'est la paix, l'amour, le partage et la tolérance. Ce n'est pas la haine. Quand j'ai suivi le parcours de Mohamed Marrah, je l'ai fait moi-même, monsieur. J'ai fait un travail d'un policier. J'ai fait l'école où il était, le foyer où il était abandonné, le stage qu'il a fait, oui, même chez le coiffeur, j'ai fait pas par pas. Et c'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Marrah. J'ai pardonné ce qu'il était, pas ce qu'il a fait.
Parce que c'est un enfant qui n'était pas aidé, qui était rejeté de tous les côtés. Côté de sa famille, de la société, de tout le monde. Et quand vous regardez le parcours de famille, les frères Kouachi, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez Abdesalam qui a fait l'attaque, le jeune homme de la Belgique, c'est la même chose, monsieur. C'était une famille malheureusement explosée, grandir dans la haine, dans la souffrance, et voilà ce que ça donne dans la société aujourd'hui. Thank you. Thank you. I think we still have a couple more minutes. Okay. Good. Okay. Now, as Mayor Courage said, we have a lot of work to do, and at different levels, at a lot of different levels. It's not religion, it's not education, it's not one thing. It's a combination of many things, and that will just make us. And it just starts with asking the right questions in order to find answers. Like, as I mentioned earlier, like what drives those individuals, what makes them tick and do such a thing. And those are the right questions we have to think on. It takes a lot of work. I'll share also some stories with you, some work that I did on the ground in the Sahel. And after France and Malian army liberated the north, they returned in the city of Gao in the north, to whoever knows Mali. And they were demonstrations by the locals, by a local youth having demonstrations. And I asked one young man, and I said, okay, the extremist groups left. You're free now. You know what he said? He said, okay, they left, but we want some justice. We want some justice and some less corruption and less criminal activities, because that area was also known not only because of the extremist groups' activities, but also drug trafficking. And this young man said, I saw that guy, he was involved in drug trafficking. He got cars, he built a new house, he has all this money, and nothing happened to him. So if he did that and got away with it, why I can't do it too? So they want to see some changes. They want to see improvement. They want to see a government that treats them fairly. So they're supporting the government. They're not siding with extremist groups or criminal activities. A lot of blame, for example, was on Libya. That what happened in the Sahel after 2011, 2012, it's because of Libya. No. Yes, that accelerated the presence of militant groups in Libya, in the Sahel. But these groups just exploited what was already fragile and was already failing. And that's how they managed. So they got the weapons from Libya, and they managed to accelerate the program. So it's not because of Libya. I don't like that. Mr. Mahmoud wants to make a point on that. Merci, monsieur le modérateur. Peut-être, si vous me permettez, deux mots. J'enseigne un cours sur le terrorisme à des doctorants. J'ai écrit 3 livres sur le terrorisme. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup de conférences de ce type. Ça fait 10 ans qu'on parle dans ce même forum sur ces questions de géopolitique. Et je me réjouis qu'on puisse aujourd'hui être ici. Et je félicite d'ailleurs l'Institut à cette occasion. Mais je tenais à souligner les propos de Madame. Ce qu'elle vient de dire est très important. D'abord, je crois que ça nous a touchés tous, à l'évidence. Mais je veux aller au-delà de l'émotion. Je veux vous dire que lorsqu'on regarde et l'on travaille sur ces questions aujourd'hui, au niveau international, au niveau académique, au niveau du policy making, ce discours est un discours qui est complètement en minorité. Il est entendu, mais il est mis de côté, pour les raisons qu'on vient d'entendre. Les moyens ne sont pas là, les priorités sont différentes, la géopolitique prend le dessus. Or, à l'évidence, comme on vient de l'entendre, c'est précisément en ne voyant pas ce qui doit être fait pour pouvoir briser cette espèce de cercle vicieux qu'on n'avance pas, premièrement. Deuxièmement, dans toute l'histoire du terrorisme, nous avons un problème qui est un problème éminemment humain et sociétal. C'est du social qu'il s'agit. Le politique se greffe là-dessus,
la radicalisation, l'extrémisme, qui sont des termes qui sont utilisés un peu de manière imprécise aujourd'hui et politiquement orientés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des termes qui n'ont de sens lorsque vous remontez en amont et identifiez pourquoi, d'où viennent ces dérives. Des enfants qui grandissent sous des ponts, qui sont rejetés de par le monde, j'insiste. Ce qu'ils aboutissent à faire, et je crois qu'on n'a pas pris assez la mesure de ce que c'est que de reconstruire le cheminement de quelqu'un, comme elle vient de l'expliquer, c'est précisément de voir ces moments de rupture, comme on les appelle, ces moments dans lesquels s'ouvre une brèche, dans lesquels l'élément radicalisant, qu'il soit idéologique ou religieux ou politique ou même apocalyptique ou même anarchique. Le terrorisme commence avec les anarchistes en Russie au XIXe siècle, donc il n'y a même pas d'idéologie, ou c'est une idéologie complètement différente. Donc ce qui est fondamental, et je tiens à souligner ceci, c'est que ce discours précis, cette dimension sociale doit retrouver sa place. Alors quel modèle? Un modèle qui donnerait une centralité. On parle beaucoup de human-centered, human security depuis une quinzaine de vingtaine d'années. Eh bien, nous devons évoluer vers un modèle qui va essentiellement comprendre que la violence qu'est le terrorisme commence par un départ, une dérive qui vient d'une absence de responsabilité des sociétés. Et je crois qu'en ce sens, c'est quelque chose qu'on nous devons beaucoup souligner et sur lequel nous devons travailler également. Merci. Merci, M. Ball. Professeur Kader. Very short, brief point. J'ai toujours eu cette conviction, et je crois que toutes les études, notamment de terrain, des sociologues le démontrent, pour ce qui concerne le terrain français. La France est le pays d'Europe occidentale qui a fourni le plus important contingent de terroristes à Daesh. Ça, c'est un élément important, mais il n'est pas très surprenant compte tenu de la démographie, puisque c'est en France qu'il y a les plus importants groupes de musulmans installés sur ce territoire. Dans ce contingent de terroristes étrangers, il faut également souligner que 40% d'entre eux sont des convertis. Donc, on ne peut pas uniquement incriminer la question de l'appartenance supposée ou réelle, puisqu'on est censé, quand je parle de la France, vivre dans un État laïque, donc supposée ou réelle à l'islam, si on ne fait pas également le rappel de cette question sociale. Faire la démarche d'une conversion n'est pas seulement une démarche spirituelle, elle est aussi éminemment sociale. Donc, depuis très longtemps, je pense que pour ce qui concerne notamment l'Europe et la France singulièrement, la question elle est éminemment sociale et pas religieuse. Pour autant, je crois que les problèmes qui sont posés sur la rive sud de la Méditerranée sont d'une nature un peu différente, comme le soulignait mon collègue Ben Hamoud tout à l'heure. C'est vrai que ça vient de l'islam, de par le fait qu'il y ait une idéologisation de la religion pour des objectifs notamment terroristes ou de violence ou politiques, pour des visées politiques dans le meilleur des cas. Donc je crois qu'il faut toujours intégrer cette complexité et surtout faire la nuance entre les différences de problèmes et peut-être d'approche également, selon qu'on est sur la rive nord ou sur la rive sud de la Méditerranée. Je crois que c'est très important d'avoir présent cela à l'esprit. Sinon, on entre dans la confusion qui fait qu'on bascule dans l'essentialisme et on considère les musulmans. Je crois que dans cette complexité qui est celle du terrorisme, qui nous pose un véritable défi, il faut que nous aussi, on accepte cette complexité pour éviter la confusion mentale. Je vous remercie. Oustad Mahmoud. Si je voudrais juste ajouter, aller dans le même sens pour dire que cette lutter contre le terrorisme aujourd'hui et contre le djihadisme qui s'autoproclame islamiste, c'est une bataille qu'on va gagner avec les musulmans ou on la perdra ensemble. Donc on ne peut pas aujourd'hui dans les sociétés occidentales et ailleurs ne pas mener cette lutte contre ce fléau ensemble. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une marginalisation de beaucoup de groupes et qui finalement donc fait le terreau de ce problème. On le voit donc dans ce que nous avons comme activité aussi, qu'il y a
une société dont elle a besoin d'être écoutée. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être écoutés. Thank you. Anyone would like to add a couple words? We still have a couple more minutes. Still waiting. You have a question? Okay. On a une question là. Jeune homme. We will continue our discussion and there are no questions and we'll just une question? Okay. Thank you, ma'am. I think there's some very good, very important points addressed here. We're talking about societies and dynamics within societies because personally that's what I have witnessed in a lot of communities in the Sahel. And these groups, sometimes they exploit this society layers and tensions. Okay. And I think we'll all done here. And